Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. On vous présente plus Edmond Binas, qui est le président directeur général de la Binas Global Dental School. Pour ce soir, on va se plonger un petit peu dans trois piliers essentiels à la réussite et à la sérénité d'un cabinet dentaire. Le rôle stratégique des scripts, la gestion d'équipe avec efficacité et les clés pour réduire les tensions au quotidien. Il est possible que notre PDG Grégory Salom vienne se greffer un petit peu sur le webinaire. À première vue, il y a un petit problème technique. Et puis j'ai su qu'il était un petit peu coincé par des manifestations de taxi. Mais on va peut-être démarrer à l'heure notre soirée. Et je laisse donc la parole à notre confrère Edmond Binas, qui va nous lancer donc sa présentation sur le management, l'organisation et l'importance des systèmes et des scripts. Edmond, c'est à Bien, toi. alors merci Gérard, merci Grégory. Bon, même si tu ne nous entends pas ou si tu ne nous vois pas, je pense qu'on va quand même attendre l'heure exacte. On est un petit peu en avance puisqu'il est 19h29. Donc ceux qui sont ponctuels diront qu'avant l'heure, ça n'est pas l'heure. Donc on va attendre encore une petite minute. En attendant, on va essayer je présente un petit peu ce que je vais vous développer aujourd'hui. C'est la notion de faire reposer le cabinet, non pas sur des personnes, ce qui est souvent le cas, c'est une assistante qui est très compétente, ou alors tout un praticien avec un collaborateur. Et le jour où ces personnes-là sont absentes, ben, le cabinet est presque à l'arrêt. Donc l'idée, c'est comment on change de mode de fonctionnement dans le futur et que l'on fasse reposer le cabinet sur des systèmes, c'est-à-dire indépendamment, qui fonctionneraient indépendamment des personnes, et sur des scripts qui seraient, comment dirais-je, des scénarios que chacun utiliserait à quelque moment que ce soit de la journée, de la même façon, indépendamment là aussi de la personne. Alors ça fait déjà maintenant plus de 25 ans qu'on met en place ces systèmes, ces éléments, on va dire, dans les cabinets dentaires, et on constate un changement assez radical dans le fonctionnement avec beaucoup plus de sérénité, puisque quand même le but du jeu, au bout du compte, c'est quand même ça. Certains souhaitent augmenter le chiffre d'affaires. Nous, on est aujourd'hui beaucoup plus sur la notion de bénéfice que de chiffre d'affaires, parce que avec toutes les grosses structures qui sont développées ces dernières années, eh bien, on s'est rendu compte que l'accroissement du chiffre d'affaires euh, augmente le stress, alors que l'augmentation du bénéfice libère. Donc nous, on est beaucoup plus pour se focaliser sur l'accroissement du bénéfice que sur l'accroissement des chiffres d'affaires. Même si il est nécessaire, dans beaucoup de cas, d'augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter le bénéfice. Donc voilà, j'étais un petit peu en attendant l'heure précise Hmm. de l'ouverture de ce webinaire. Donc écoutez, si vous êtes OK, je démarre en abordant le sujet. Tout d'abord, une présentation un petit peu de notre équipe. Donc, la Binas Global Dental School, aujourd'hui, nous sommes leaders européens en termes d'accompagnement et de formation pour cabinets dentaires. Nous sommes 25 collaborateurs, dont 10 consultants, tous dédiés au cabinet dentaire. Notre spécialité, c'est la dentisterie, quelle que soit la spécialité, ortho, paro, endo, pédo et évidemment omnipratique. Et enfin, aujourd'hui, avec plus de 5 ans de recul, nous avons suivi en accompagnement sur un an plus de 5000 cabinets aujourd'hui. Donc, on connaît tous les profils de cabinets, que ce soit au fin fond de l'Ardèche avec une demande massive de prise de rendez-vous, ou que ce soit dans le 8e arrondissement à Paris, avec une concurrence qui est assez importante. Donc ça, c'était pour la présentation. Alors, si on rentre plus profondément dans le vif du sujet, quel est le problème?
Aujourd'hui, vous avez compris que, évidemment, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes. Mais le problème, c'est que la nouveauté, exactement, c'est que ces changements et ces incertitudes sont simultanés, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et dernier point qui est assez récent, c'est-à-dire depuis ces dernières années, plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les changements, on est habitué dans la profession à avoir des changements réguliers, mais ces changements aujourd'hui sont de plus en plus rapides, ce qui nous impose de nous réadapter en permanence aux différents événements auxquels on est confronté dans la profession. Avec comme conséquence, évidemment, beaucoup de charge mentale, une nouvelle charge mentale que l'on ne voyait pas trop avant, c'est celle des équipes, des tensions émotionnelles, de la confusion, de la peur. En un mot, plus de stress que par le passé. Et c'est vrai que aujourd'hui, les sources de problèmes peuvent être nombreux et cumulés. Et pourtant, comme je le dis toujours, c'est une diapo que j'ai déjà présentée, mais je la représente parce que pour moi, elle reste fondamentale. C'est une profession qui est toujours passionnante, dans laquelle on peut avoir une carrière tout à fait épanouissante en tant qu'individu au service de nos patients. Donc, qu'on soit praticien, assistante, on est quand même, on exerce une profession, il faut jamais l'oublier, qui est très utile et qui rend service à la population en général. Donc, on a un rôle de santé publique. Alors, je commence toujours par le point sur l'évolution actuelle de la profession. Il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je l'ai fait l'année dernière, mais là, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Et l'évolution est très rapide. La première des évolutions, contrairement à ce que encore beaucoup de praticiens pensent, c'est l'évolution démographique. Une étude de 2022 de l'adresse avait prévu pour 2028 un nombre important de chirurgiens dentistes et ils avaient prévu 45 000. Et ils avaient prévu pour 2035 50 000 dentistes pour arriver à 55 000 au-delà de 2040. La réalité, quelle est-elle? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant. Aujourd'hui, en 2025, nous avons 48 386 praticiens en activité à l'ordre, inscrits à l'ordre. C'est-à-dire que la croissance qui était prévue par l'adresse a totalement été dépassée. C'est-à-dire qu'on a plus de 20% d'augmentation du nombre de praticiens depuis 2021, ce qui est considérable. Et évidemment, il est prévu d'atteindre 55 000 praticiens en activité beaucoup plus rapidement que ce que l'on s'attendait en fait. Et cela, évidemment, vous savez, c'est dû à la formation des praticiens à former à l'étranger. Donc évidemment, et cette tendance est loin de s'arrêter, puisque l'année dernière, le nombre de praticiens inscrits à l'ordre formés à l'étranger était plus important que le nombre de praticiens formés en France. Donc là aussi, on est face à une évolution considérable. Et donc, pour ceux, alors je mets de côté les déserts médicaux, mais pour ceux qui aujourd'hui ou hier encore se plaignaient d'avoir trop de patients, attendez-vous à ce qu'à un moment donné ou un autre, vous allez avoir un confrère qui va s'installer pas très loin. Et je peux vous affirmer que quand ça arrive, eh bien, même si on est débordé de patients, ben on n'est jamais très content quand même. Voilà. C'est un peu une ambiguïté. On se plaint du matin au soir qu'il y a trop de monde, et en même temps, dès qu'un confrère s'installe à côté, ben, on est un peu en balise. Voilà. Toujours dans l'évolution de la profession, je ne reviens pas, je vais très survoler l'évolution technologique, mais il y a également l'arrivée de l'IA aujourd'hui, avec toutes les applis IA, dont la plus connue évidemment est ChatGPT, mais elle est loin d'être la seule. Et donc, peu de personnes se rendent compte à quel point l'arrivée de l'intelligence artificielle va transformer en profondeur l'ensemble des métiers, y compris le nôtre. On a évidemment l'évolution technologique clinique, où là, bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà,
vous êtes client de la Bocas, vous avez certainement fait l'acquisition des empreintes numériques, etc. Là aussi, c'est un élément central et donc l'arrivée de la technologie est quelque chose qui est fondamental à prendre en compte dans le futur de nos cabinets. Vous m'entendez là? Pardon? Parfaitement cette fois-ci, Grégory. Ouais. Greg, salut. Tu veux dire Enfin, un mot? désolé à tous, mais je Allez, suis. Grégory, vas-y, j'avais commencé, vas-y, je reviens en arrière. Allez, vas-y. Ok, pardon. Non, alors bonjour à tous et désolé pour ce retard, mais j'arrive pas à me connecter de mon ordinateur, donc je suis sur mon téléphone portable. Encore mille merci à toi Edmond d'être présent. Comme Avec Gérard plaisir. l'a dit, donc tu es praticien et tu es président de la BGDS, qui est la première société de formation en management en cabinet dentaire au niveau européen. Gérard est mon fidèle compagnon, comme d'habitude et comme à l'accoutumée, pour nous accompagner en soirée. Ce soir, vous êtes plus de 155 inscrits. C'est extraordinaire et je vous en remercie. Je vais te laisser reprendre le cours de ta présentation, mais en tout cas, je voulais te remercier encore sincèrement Avec plaisir. pour notre partenariat et pour l'emphase que tu mets et le professionnalisme à chaque fois lors de nos webinars. Dernier petit point que je rajoute, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, le site internet ou contacter la BGDS. Il y a des modules extraordinaires pour vous faire progresser. On a un partenariat, faut le mentionner, et ça permet d'avoir accès à des modules et à une tarification spécifique. Pardon de te couper en plein milieu, Avec mais plaisir, j'avais non, envie de le dire. Ça faisait près de 10 minutes que j'essayais de me connecter. J'y arrive toujours pas sur mon ordi, mais au moins sur le téléphone, c'est fait. Voilà, bienvenue dans le monde digital, hein. n'est-ce pas? Bien, donc j'ai parlé de l'intelligence artificielle et ce qui est très important, je l'ai déjà signalé, mais c'est important de le rappeler, c'est que l'IA va compléter la relation, mais en aucun cas ne va la remplacer. L'intelligence artificielle est une intelligence d'augmentation, pas de substitution. Et quelle que soit la puissance de l'intelligence artificielle. Donc l'IA, bonne nouvelle, ne remplacera pas les humains. Mais, il y a un mais, les humains qui utiliseront l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Donc voilà. Donc je rappelle l'influence du numérique. Je rappelle donc que les différences de niveau clinique entre les cabinets vont diminuer puisque la vocation de la technologie, c'est de réduire les risques opérateurs dépendants. Donc, et je rappelle aussi qu'on passe d'un métier qui est manuel à un métier qui, dans le futur, deviendra de plus en plus intellectuel et basé sur la technologie. Et donc, la conséquence, c'est que la plupart des patients seront de moins en moins capables de faire la différence de qualité des traitements entre les cabinets. En revanche, l'arrivée, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la planification des traitements entraîne une charge mentale beaucoup plus élevée que par le passé, puisque aujourd'hui, l'activité intellectuelle est plus importante que dans notre profession que par le passé. Conséquence, vous devez donc vous différencier sur tout le reste, je rappelle, l'organisation, la relation, le service, la communication externe, c'est-à-dire l'image, votre capacité de gestion, qu'aujourd'hui je l'ai vraiment évoqué de façon super rapide, mais dont je suis convaincu que dans les années qui viennent, cette capacité de gestion sera déterminante pour la survie des cabinets libéraux. Donc savoir s'appuyer sur des indicateurs d'activité qui soient objectifs et non pas sur des impressions. L'éthique aussi, là aussi, l'utilisation des technologies peut entraîner des dérives. Et enfin, tout cela sous-entend la formation de l'ensemble de votre équipe. Alors, le point sur l'évolution. Je vais passer rapidement donc, sur la technologie. Je ne rentre vraiment pas dans les détails. Je rappelle qu'il y a trois types de technologies. Technologie clinique, technologie d'administration et de gestion, et technologie de communication. Alors,
vous avez déjà développé de façon importante les technologies cliniques. Aujourd'hui, avec l'IA générative, vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle pour la communication avec vos patients. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent l'enregistreur numérique qui s'appelle Plaud, P-L-A-U-D, qui réalise des enregistrements extrêmement qualitatifs de n'importe quel type de conversation, y compris les conversations téléphoniques, et en fait une synthèse qui est extrêmement pertinente. Moi, j'en vois une utilisation importante lors de la première consultation au cours de l'entretien préclinique qui pourrait être enregistrée. Vous demandez à Plaud qu'il vous fasse la synthèse et cette synthèse, vous pouvez l'adresser ensuite par mail à votre patient. Idem pour la présentation des plans de traitement. Également, je vois se développer, ça a mis longtemps pour y arriver, mais on commence à le voir, la téléconsultation, entre autres pour des séances de suivi à distance, post-opératoire, ou pour évaluer le degré d'urgence d'un patient qui voudrait prendre un rendez-vous, etc., etc. Donc la téléconsultation peut même être très utile pour conclure un plan de traitement. Si le patient veut d'abord se renseigner auprès de sa mutuelle, mais ne veut pas revenir pour passer du temps, eh bien on peut tout à fait envisager de vérifier de valider l'acceptation du traitement en téléconsultation, ce qui prend beaucoup moins de temps pour tout le monde. Mais ça se développe petit à petit, mais ça se développe. Je rappelle les dangers de la cybercriminalité, que demain on aura de nouveaux événements imprévus. Ce sera certainement l'événement imprévu, c'est l'effort de guerre qu'on va nous demander, et donc ne vous faites aucune illusion évidemment pour l'effort de guerre. Qui pensez-vous donc qui va payer? Ce sont évidemment toutes les personnes qui travaillent et entre autres nous en tant que professionnels libéraux. L'agressivité des patients, je n'y reviens pas. Alors, de plus en plus de contraintes. Alors, la nouveauté depuis l'année dernière, évidemment, c'est la mise en pratique du zonage avec les 5 zones d'installation possibles, avec un double impact. Le premier, c'est la valorisation des cabinets qui sont situés dans les grandes villes, dans les zones surdotées, puisqu'il y a une limitation du nombre d'installations avec la règle du 1 pour 1. Un praticien remplace un praticien, à l'exception, je le signale, des collaborateurs salariés, puisque c'est la même carte CPS. Hein. Donc, vous pouvez très bien avoir un collaborateur salarié sans qu'il remplace un autre praticien, si vous n'en avez pas aujourd'hui. Donc, autre chose aussi, et je vous invite vraiment à être prudent, parce que c'est une très grosse tendance qu'on va arriver de la part du fisc, c'est des redressements pour TVA sur les traitements esthétiques. Je vous invite à lire l'article qui est extrêmement bien fait de Marc Sadek dans l'information dentaire sur les risques d'indiquer en gros sur vos sites internet traitement esthétique, etc. Cela est de nature à attirer l'œil du fisc qui considère donc que tout ce qui relève de l'esthétique est soumis à TVA. Et c'est soumis à TVA. Les contrôles qui ont lieu sur 3 ans. Et vous devez payer la TVA en dedans, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez facturé en hors taxe. Hein. Ça veut dire que c'est quand même du très lourd. Hein. Moi, j'ai quelques clients qui en ont eu et c'est vraiment douloureux. Les premiers qui en ont souffert, ce sont les orthodontistes qui utilisaient des traitements Invisalign pour l'alignement, pas pour le traitement complet, et qui ont été redressés à la suite d'un contrôle chez Invisalign. Donc là aussi, j'attire votre attention là-dessus. Je pense que c'est un phénomène qui est inéluctable. Donc, ça sera certainement une grande tendance dans les années qui viennent dans la profession où on va être contraint de facturer la TVA sur le traitement esthétique. L'arrivée également du tiers payant, alors c'est un peu une arlésienne, mais on n'en est pas. Ça commence de plus en plus de praticiens libéraux pratiquent le tiers payant. Peut-être pas avec toutes les mutuelles, mais quand même tiers payant sécu, tiers payant mutuel. Mais ça se développe. Ça se développe et on voit aussi un certain nombre d'entreprises qui proposent leurs services pour le gérer à la place du cabinet.
et le plafonnement des horaires, bon, que vous connaissez. Bon, les nouvelles formes d'exercice qui sont plus si nouvelles que ça, donc les centres, les SPFPL, le coworking qui apparemment ne marche pas si bien que ça. Demain, des réseaux de cabinets libéraux, pourquoi pas. Enfin, toutes sortes de nouvelles formes. Nous, aujourd'hui, on considère, alors selon le stade de la carrière et selon le chiffre d'affaires, on considère que en dehors de l'association, hein, je ne parle pas des associés, mais en tant qu'individuel, on recommande de patienter là parce que c'est quand même une forme qui est beaucoup plus souple en réalité que la forme du TNS. Alors, nouvelle concurrence, les autres cabinets, de plus en plus en raison de la démographie, les nouvelles tendances, donc les praticiens formés à l'étranger, problèmes de management, la pénurie de personnel qu'on voyait déjà apparaître depuis la fin du Covid, mais qui se confirme avec donc des difficultés assez importantes selon les régions. L'assistante de niveau 2 qui n'arrive toujours pas, donc on va parler de 2026, maintenant c'est 2027, enfin, on ne sait pas où on en est là aussi. Je pense qu'il faudra attendre les élections présidentielles pour que ça passe, hein. Donc on n'y est pas encore. Prise de rendez-vous à distance, revendication générationnelle. Je voulais juste dire un mot sur la gestion et le pourcentage des nouveaux postes. En fait, en raison à la fois de la pénurie, des difficultés de recrutement, de la pénurie d'assistantes compétentes et de l'augmentation du coût de la vie, eh bien, on est parti du constat que si on veut fidéliser les assistantes, il va falloir augmenter le niveau général. Elle m'adore quand je dis ça, hein. Il va falloir augmenter le niveau général des salaires de nos chères assistantes. Et il y a aussi le fait que, comment dire, on a de plus en plus de grosses structures avec des nouvelles fonctions qui sont non productives. Tout cela nous a fait modifier le pourcentage de masse salariale habituelle qu'on recommandait par rapport au chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on considère que il n'y a rien de. On considère que ce pourcentage devrait être de l'ordre de 15 à 18% pour des cabinets de taille assez modeste et pour aller jusqu'à 20, 21, voire 22% pour les cabinets de taille plus importante. Ça, c'est un nouveau changement car il y a à peu près 2 ans, nous, on déconseille de dépasser 15%. Mais là, l'environnement a changé et il faut savoir s'adapter. Les patients qui sont influencés par les réseaux sociaux, la notion d'éco-responsabilité de plus en plus forte, et enfin, un certain nombre de changements en omni, comme de plus en plus la réalisation d'actes de spécialistes. Bon, les omnipraticiens réalisent de plus en plus d'actes d'orthodontie, grâce aux aligneurs, mais aussi d'implantologie, de parodontologie. Et donc, là aussi, cela constitue une transformation de notre façon de travailler, puisque beaucoup de ces actes ne sont pas pris en charge. Et donc, cela demande d'accroître des compétences en matière de présentation et de persuasion dans la présentation du plan de traitement. Edmond, est-ce que tu sais à peu près la proportion, parce que c'est évidemment un méga trend, mais de praticiens qui sont poseurs en implanto? Tu as des chiffres là-dessus ou pas? Non. Là, comme ça, à froid, enfin chaud plutôt, non. Moi, on m'avait dit il y a quelques années, donc il y a 2-3 ans, qu'ils étaient déjà à peu près 55% de confrères et consoeurs à être poseurs. Donc la Disons majorité. c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous les jeunes praticiens posent des implants. Absolument. Donc, ils ont été formés aussi à la pose d'implants et tous. Alors après, comment ça se passe, etc. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est sûr que tout le monde pose ou en tout cas veut poser. On a de moins en moins de praticiens qui ne posent pas d'implant. En revanche, il y a quand même un avenir pour les spécialistes en implanto dans la préparation
de la pose d'implants, c'est-à-dire les greffes gingivales, les greffes osseuses, et également pour les grosses reconstitutions complexes. Là, ils ont encore beaucoup de travail, évidemment, mais de plus en plus d'omnipraticiens veulent poser les cas simples en implanto. Mais je n'ai pas le pourcentage. Oui, ça fait maintenant partie du plan de traitement, en fait, Oui, c'est ça. le pilier implantaire, le bridge Oui, simple. Donc, oui, beaucoup de oui. praticiens, C'est devenu, effectivement. Ouais. oui, voilà, c'est vraiment rentré dans les mœurs, quoi, on va dire. Mm, mm. Ça a été long à se développer, mais là, je pense qu'on est arrivé à un stade, franchement, avec les nouvelles générations, pour eux, c'est de base, quoi, on va dire. Donc, on vit une époque moderne, notre environnement a changé, les patients ont changé, la démographie professionnelle a changé, les assistantes sont en train de changer, le système de santé est en train de changer. Donc, nous, praticiens, nous devons changer. Mais nous devons changer vraiment, pas style, j'investis dans, je vais me mettre à Invisalign, je vais me mettre aux aligneurs. Oui, bravo, mais ça, on est encore dans la technique. Vous devez comprendre que les systèmes à prendre en charge sont également les systèmes non cliniques. Et là, c'est une vraie réalité, comme la communication, l'image du cabinet, qui dans le futur va devenir vitale là aussi, avec l'accroissement de la concurrence, comme la gestion financière du cabinet, et comme le management et la fidélisation des équipes. Donc ça, ce sont des compétences qui sont de plus en plus importantes à acquérir pour manager son cabinet de façon efficiente. Donc l'idée, c'est OK, il y a beaucoup d'incertitudes, OK, il y a beaucoup de changements, mais je me fais confiance parce que je développe des compétences comme le marin en pleine mer qui me permettent de faire face aux plus fortes tempêtes. Je vois 3 conditions pour réussir dans les années qui viennent, pour réussir sa carrière dans les années qui viennent. D'abord, il faut aimer travailler. Et il ne faut pas, comme je l'entends de temps en temps, voir notre métier comme un pinceau ou un gagne-pain qu'on est obligé d'assumer parce qu'il faut bien gagner sa vie et on porte sur nos épaules le poids du travail lourdement. Non, c'est une profession dans laquelle, je peux vous le dire avec l'expérience, on peut vraiment s'épanouir. Donc, mais pour ça, il faut avoir envie de travailler. Deuxième chose, pour nous, c'est mettre en place des systèmes pour sortir du bricolage. C'est-à-dire, c'est important désormais d'avoir un plan et une méthode de travail. Pas de travailler de façon un peu artisanale ou anarchique. Non, je me donne les moyens de travailler de façon, j'allais dire professionnelle, c'est le cas, mais de façon, j'allais dire, très organisée. Autre point important, mais vous le faites puisque vous êtes avec l'Abocast, savoir s'entourer de partenaires compétents. Moi, je considère que les partenaires, ils font gagner énormément de temps, mais j'insiste sur le mot compétent. Hein, parce que vous pouvez avoir un mauvais expert comptable, il peut vous casser, il peut vous tuer une année de travail. Hein. Donc, l'idée, c'est que les partenaires vous aident à prendre des raccourcis dans des domaines où on n'a pas le temps de s'en occuper. C'est pas qu'on ne sait pas faire, mais on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Un archi, si on s'installe, un bon avocat, fiscaliste et en droit social, ou 2 avocats en l'occurrence, un bon expert comptable, un beau labo de prothèses. Bon, avec l'avocat, on est bien placé. Des bons consultants, ne vous trompez pas de consultant, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit coup de pub. Les bons fournisseurs de matériel dont on attend beaucoup de réactivité, votre banque, etc., etc. L'objectif, c'est de vous débarrasser de certains problèmes qui vous encombrent l'esprit inutilement. Alors, je voulais, puisqu'on est dans le cadre de l'Abocast, faire un focus sur le comment bien travailler avec votre labo. Et moi, je voudrais donner un slogan, c'est aider votre labo à vous aider. Et qu'est-ce qu'on attend d'un labo? Moi, j'ai fait une liste, mais Grégory ou Gérard, je vais vous laisser intervenir, mais moi, je vous donne la vision que j'ai d'un bon travail avec le labo. D'abord, c'est un labo qui respecte les délais, à part évidemment des exceptions qui peuvent toujours arriver, mais qui globalement, sur un ensemble de prestations, est toujours à peu près dans les délais. Ensuite,
c'est important que ce soit un labo qui soit digital, ce qui veut dire que vous-même, il faut que vous ayez également un peu d'appétence avec le digital pour pouvoir ne serait-ce que communiquer avec le labo, avoir une bonne qualité de communication, c'est-à-dire bien exprimer vos attentes cliniques en termes de qualité, en termes de détails, etc. Important aussi que le labo connaisse lui aussi votre organisation et à quel moment, quel est le meilleur moment de la journée pour vous fournir les prothèses, à quel moment on peut vous joindre sans trop vous déranger, etc., etc. À quel moment vous avez votre assistante, à quel moment vous ne l'avez pas. Évidemment, le coût, c'est très important. Et la garantie que peut vous donner un labo, c'est essentiel là aussi. Conclusion, pour moi, le succès dans le travail avec un laboratoire, qualité, plus vitesse, plus prix. Donc avec ça, je vais vous laisser rajouter peut-être des choses que j'ai oubliées, Grégory et Gérard. Tu as parfaitement encadré les éléments les plus importants. Je rajouterais qu'en termes de qualité, ça inclut évidemment la reproductibilité, ça inclut la constance de qualité. C'est ce qui est recherché aujourd'hui. Il y a l'esthétique, mais il y a la fonctionnalité aussi, c'est-à-dire vraiment cette paisibilité lors de la pause où tu ne perds pas de temps. C'est vrai que tu mets coût, mais le coût est de moins en moins important. C'est cette reproductibilité, moi, que j'entends toujours. Ah, je travaille avec l'Abocas parce que vous m'apportez une reproductibilité, une paisibilité dans la pause qui me permet de gagner du temps et d'avoir une satisfaction patient. Ce que je mettrais moi en avant aujourd'hui au travers des outils digitaux, c'est les outils mis à nos dispositions respectives pour communiquer. Ça réduit la distance, ça limite les problématiques. On a aujourd'hui des outils, que ce soit des chatbots, que ce soit WhatsApp, sans préciser les noms et les prénoms des patients, évidemment, par rapport à la RGPD, au bon respect de la RGPD, mais on a des outils, que ce soit email, visio, qui permettent d'échanger et de mieux se comprendre, comme tu l'as dit, au niveau du détail des éléments qui sont demandés. Avant, on avait besoin de se déplacer. Aujourd'hui, sans être de proximité, on peut être vraiment très proche au travers de ces outils, et c'est le plus important, c'est de pouvoir se comprendre dans l'utilisation de ces outils au travers évidemment. Je voudrais dire quelque chose, c'est qu'en fait, il vaut mieux surcommuniquer que sous-communiquer. Bien C'est un sûr, peu, Absolument, bien sûr. je ne sais pas absolument. si certains d'entre vous utilisent des chats GPT. Les chats GPT, plus vous lui donnez de détails, plus la réponse elle est pertinente. Précise, elle est Et plus vous précise. êtes flou, et plus c'est à côté. Ok. Donc, je pense qu'il vaut mieux donner plus de détails que pas assez. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans ton tableau, on coche à peu près toutes les cases. C'est-à-dire que les délais, à partir du moment où on a compris qu'avec l'Abocas, on travaille à 15 jours, on rentre dans 90% des livraisons. Il suffit de mettre son patient à 2 semaines. C'est pas très compliqué, c'est qu'une question Non. d'organisation. Être digital, je crois qu'on est le laboratoire qui avons le maximum d'empreintes digitales. On est maintenant, je crois, à plus de 85% Oui, d'empreintes optiques qui nous Ah, quand arrivent. même. Absolument, oui. Qualité de communication, effectivement, si on se contente de marquer que couronne sans préciser ce que l'on veut, il faut qu'effectivement le praticien ou l'assistante fasse l'effort d'expliquer exactement ce qu'elle souhaite. Fond coloré, point de contact serré, etc., etc. Ensuite, au niveau de l'organisation, bien sûr, chaque praticien a sa fiche. On sait exactement quels sont ses desiderata. On connaît ses jours d'ouverture, ses jours de fermeture pour les livraisons. Bon, le coût, on n'en parle pas, mais on reste encore un laboratoire un petit peu moins cher que les laboratoires de proximité, voire même de certains laboratoires d'importation. Quant à la tranquillité, moi, en tant qu'ancien utilisateur, et quand je vois les confrères et les consoeurs qui sont installés avec la Bocast, ils te disent tous que le temps de pause, qui n'est jamais calculé dans le coût d'une prothèse, il devient complètement ridicule. C'est-à-dire que maintenant, on va poser en quelques minutes, j'allais dire en quelques secondes, mais c'est en quelques minutes parce qu'il y a quasiment plus, il y a plus de retouches, en fait. Et quand on s'est habitué à ce que ça rentre d'un coup,
on a oublié le niveau de stress que ça représentait avant, hein. Exactement, exactement. Mais surtout, surtout, encore une fois, on oublie de comptabiliser ce temps de pause dans notre organisation. Je pense que je peux continuer parce que j'ai pas mal de choses encore. Donc Vas-y, voilà, vas-y. je vais faire absolument ce focus. Ça fait partie de l'organisation générale, la bonne communication avec le labo. Alors, sans organisation claire, trois choses surviennent. C'est naturel, on va dire. C'est l'entropie qui veut ça. C'est un, des frictions entre personnes, de la confusion sur quoi faire et qui le fait, et au bout du compte, de la sous-performance. Comme le dit Peter Drucker, le fonctionnement de toute entreprise exige une organisation claire. Une erreur que l'on constate fréquemment, c'est que on peut avoir une organisation claire à un moment donné, et 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, pour une raison qu'on ignore, ça repart dans tous les sens. Et le boulot, le travail, la responsabilité du titulaire, c'est sans arrêt de remettre de l'ordre. Voilà, donc sans arrêt, répéter, 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 et ne pas surtout jamais croire, parce qu'on l'a dit une fois, c'est bon. Donc prenez le contrôle de votre cabinet. L'idée, c'est soit je passe mon temps à éteindre le feu, soit je construis mon cabinet brique par brique, étape par étape, comme un architecte. Donc, et jamais dans l'urgence, en fait, hein. Et pour cela, eh bien, je fais reposer mon cabinet sur les 6 systèmes fondamentaux de notre méthode, c'est-à-dire l'agenda, la présentation, la conception et la présentation des projets de traitement, la politique d'encaissement et les facilités de paiement, les scripts, le management d'équipe et le pilotage sur les indicateurs d'activité qui sont différents de la comptabilité, évidemment, hein. Donc, dans notre méthode, on a 3 piliers qui sont les systèmes, les scripts, les indicateurs. Eh bien, je rappelle que les études dentaires, c'est 6 ans, 4000 heures d'enseignement clinique, 2 à 4 heures de gestion et de communication, 0 heure d'organisation. Alors qu'en réalité, quand vous êtes dans votre cabinet, vous êtes lâché dans la fosse Ilion, là, débrouille-toi. Et la pratique quotidienne d'un cabinet, c'est évidemment 50% de clinique, mais c'est aussi 50%, voire plus, de communication avec les patients, avec l'équipe, avec le labo, 50% d'organisation, d'administratif, de financier, et surtout de gestion des problèmes. Je viens de terminer un article, un post sur LinkedIn, je vous invite à le lire si vous y êtes, que j'ai intitulé quand tu es libéral et que tu es responsable de ton cabinet, le matin, tu te lèves, tu sais que tu vas te prendre une claque, mais tu sais pas encore d'où elle va venir. Ça, c'est la réalité pratique des cabinets libéraux, hein, je vous dis tout de suite. Alors, nous en arrivons maintenant à la notion de système. Alors, je rappelle que les 3 plus importants facteurs dans la gestion et l'organisation d'un cabinet sont les systèmes, les systèmes, les systèmes. Hein, je veux dire par là que c'est non négociable tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout repose sur la bonne volonté, l'énergie, la sympathie, l'intuition du praticien ou même de son équipe? Je ne vous pose pas la question, c'est rhétorique. En fait, les résultats sont aléatoires. Il y a des jours où ça va très bien, d'autres jours où c'est le boxon. On a toujours du stress, on court tout le temps après le temps. Il y a pas mal d'erreurs qui sont commises, il y a des oublis qui sont effectués et on a une perte au bout du compte d'efficacité, de qualité des traitements et même de rentabilité. C'est là que les systèmes peuvent entrer en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système, les systèmes sont des processus détaillés sur la manière dont chaque aspect de votre cabinet doit être géré. Le but, c'est de paraître aux yeux du patient très organisé, donc plus pro. C'est ça l'objectif principal. Et surtout, de soulager le travail des équipes. Et il existe des systèmes pour tout. Un système pour la première consultation, un système pour l'approche globale, que j'appelle approche dentaire systémique, ADS, un système pour améliorer son rapport à l'argent et pas être gêné avec, sur la gestion des rendez-vous, la présentation des plans de traitement, ce que j'appelle le plan clinique directeur, qui est différent du plan de traitement, c'est-à-dire le séquençage du plan de traitement en nombre
de visite minimale. Donc là aussi, comment je peux articuler, comment je peux regrouper mes actes pour qu'il y ait un minimum de visites pour le patient, le système d'entente financière, les indicateurs d'activité, le management d'équipe, la communication entre associés qui doit faire l'objet d'un système clair dans le fonctionnement. Je dis souvent, qu'est-ce qu'on fait quand deux associés à égalité ne sont pas d'accord? Eh bien, ça, sur les options pour investir, par exemple. Eh bien, ça doit être préétabli. Gérard, tu connais cette situation? Pardon? C'est du vécu pour moi. C'est une boutade de Grégory. C'est du vécu pour moi. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme on le sait que des problèmes vont survenir entre associés, donc autant prévoir que faire en amont quand un problème va survenir. Et c'est à vous de décider entre vous, mais ça peut être n'importe quelle règle, mais il faut qu'elle soit préétablie avant même de se lancer dans une association. Le service, l'image, et après il y a aussi des systèmes pour tout, hein, c'est pour les équipes, la façon de répondre au téléphone, la façon dont un nouveau patient doit être reçu, dont on prépare la salle de traitement, pour la communication avec les patients, dont les protocoles opératoires vont être exécutés, etc., etc., etc. Donc vous voyez, les systèmes, alors à vous, il n'y a pas de limite, mais il ne faut pas non plus que nous, on est pour un protocole, j'y reviens tout à l'heure, on est pour établir un manuel du cabinet, mais le manuel, ça ne doit pas non plus être un dictionnaire. Pour nous, pour que les choses soient pratico-pratiques, les systèmes doivent être simples. Les points clés, 1, 2, 3, 4. Un système doit pouvoir tenir sur une demi-page, quelque part. Hein. Sans système, avec système. Sans système, les résultats sont aléatoires. Avec système, c'est maîtrisé. Sans système, on a le chaos qui s'installe. Avec système, sérénité. Sans les systèmes, ça dépend de la bonne volonté et de la compétence des individus. Alors qu'avec des systèmes, qui que ce soit, le système reste le même indépendamment de la personne. Si une nouvelle assistante arrive, elle ne va pas réinventer la roue, c'est à elle de s'insérer dans le système que vous aurez mis en place. Pareil pour un nouveau collaborateur. Sans système, c'est perte de temps, beaucoup d'énergie et de temps perdu. Sans système, c'est toujours de tension. Et vous savez, quand j'ai connu ça, quand ça ne va pas, la main est toujours tournée à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, on cherche des coupables, alors que le but du jeu, et c'est ce qu'on obtient avec les systèmes, c'est plus de cohésion d'équipe. Sans les systèmes, l'organisation est basée sur l'oral et non pas sur l'écrit, alors qu'avec les systèmes, tout est écrit. En revanche, le point central, c'est que toute personne qui travaille dans votre cabinet doit comprendre que les systèmes ne sont pas négociables. C'est-à-dire qu'on ne va pas aujourd'hui décrire les modalités, par exemple, d'accueil d'un nouveau patient, et demain, je ne sais pas pour quelle raison, ce protocole n'est plus respecté. Là aussi, ce n'est pas parce qu'une nouvelle personne arrive qu'on doit changer le système de fonctionnement du cabinet. Et donc l'idée, c'est si vous pouviez piloter votre cabinet comme une entreprise qui soit structurée. L'idée, c'est d'avoir une organisation fluide, une qualité reproductible, comme pour la prothèse d'ailleurs, et une équipe responsabilisée. J'insiste sur la notion de responsabilisation de l'équipe. Un membre de votre équipe qui ne sait pas assumer les responsabilités de sa fonction n'est pas fait pour rester longtemps chez vous. Vous ne pouvez pas avoir du matin au soir, avoir l'esprit préoccupé pour savoir quelle mon assistante est en train de faire comme bêtise encore, vu que... Non, c'est-à-dire que votre travail en tant que manager, c'est de faire en sorte que chaque personne se sente responsable du résultat de sa fonction, des tâches qu'elles exécutent. C'était elles qui doivent se sentir responsables. Et s'ils n'y arrivent pas, on est là pour les former, on est là pour les accompagner, on est là pour les faire grandir. Mais je ne peux pas dire « Ah mais non, c'est pas ma faute, il y a eu trop de boulot aujourd'hui ». Non, ça ne marche pas ça. C'est le fameux empowerment, l'autogestion, l'autonomie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est dur. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une pénurie de personnel. Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligé. Bien, vous savez quoi? Moi, je suis pas contre l'idée de recruter quelqu'un provisoirement et de se laisser le temps
concret de recruter quelqu'un de vraiment compétent dans un deuxième temps. Donc, le succès n'est pas une question d'effort, mais une question de système reproductible. Voilà, je parlais du manuel du cabinet tout à l'heure. C'est un manuel, quand je dis, c'est pareil, je peux faire une quinzaine, une vingtaine de pages maximum, pas trop développé d'ailleurs, hein. L'idée, c'est d'écrire votre organisation. Donc, dans ce manuel, on retrouve les valeurs, la mission, la vision, la stratégie de votre cabinet. On trouve également le fonctionnement général du cabinet et le règlement intérieur. Et le règlement intérieur est très important puisqu'il concerne les descriptions de poste, les processus, les comportements attendus. Hein, qu'est-ce qu'on fait pour la cigarette ou pour l'usage du smartphone? C'est noté dans le manuel du cabinet. Et évidemment, on va retrouver les procédures, les checklists et les scripts. Enfin, on pourra indiquer, noter, présenter les indicateurs importants de l'activité du cabinet. Bon, je passe sur l'analyse, ça nous mènerait trop loin. Donc, les scripts maintenant. Là, on vient de voir les systèmes. Maintenant, une communication basée sur des scripts. Donc, ce sont des fondamentaux pour nous d'un exercice moderne de la pratique dentaire. Un script, c'est un scénario préétabli pour les situations de communication les plus courantes au cabinet dentaire. C'est-à-dire, je sais pas moi, accueillir un nouveau patient, script. Répondre au téléphone pour une urgence, script. Présenter un plan de traitement, script, etc., etc. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gains de temps les plus importants sont des gains de temps en matière de communication. C'est incroyable ce que les gens sont capables d'investir pour avoir un matériel qui va leur permettre de gagner 25 secondes. Et à côté de ça, ils vont perdre un quart d'heure à mal présenter un plan de traitement. Donc le but, c'est que la com permette d'être plus efficient aussi en termes de productivité. Les scripts, ça constitue un outil de formation le plus important pour l'équipe. Ce qui est formidable, c'est que c'est motivant pour elle. Hein. Si on le représente comme un outil, non pas qu'on va ânonner bêtement, hein, mais comme un outil de maîtrise de la relation avec les patients. Chaque pratique peut augmenter sa production grâce à la communication, je viens de dire. Et ce qui est fondamental, c'est qu'au bout du bout, les patients sont contents. Il faut bien comprendre, ça ne fait pas robot. Un patient préférera toujours quelqu'un qui s'efforce d'être professionnel, même si c'est pas si c'est pas naturel, on va dire, que quelqu'un qui va être naturel et qui va l'envoyer balader, quoi. Il y a 3 points clés pour la réalisation des scripts. C'est ce que j'ai appelé l'empathie, les explications, l'action. Tout script doit respecter ces 3 étapes. Exemple. Madame Martin, alors, comment s'est passée votre visite aujourd'hui? Empathie. Alors, le patient qui répond, la patiente qui répond. Ah ben très bien. Je vois que tout s'est bien passé, merci. Bien, aujourd'hui, si vous voulez, je vous propose de vous expliquer comment fonctionne le cabinet à propos du règlement des honoraires. C'est donc une explication sur le mode de fonctionnement du cabinet. Bon, la patiente répond. Alors, qu'est-ce que vous préférez au bout du bout? Quelle est la meilleure option de paiement que vous préférez? Ça s'appelle un appel en action. Donc, vous voyez, empathie, explication, action. Bon, je ne rentre pas dans les détails là aussi, mais concernant les scripts, il y a un autre point clé, c'est que les mots ont une valeur émotionnelle. Donc, exemple, vous aurez un sourire formidable. Alors, évidemment, il n'est pas question de mentir. Hein. Évidemment, vous ne dites les choses que si vous les pensez vraiment. Hein. Si vous pensez que le sourire ne sera pas formidable, ne le dites pas. Hein. Vous ferez des économies en réalisant le traitement tout de suite. Ça, c'est à la personne qui vous dit mais ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais en revanche, si vous faites puisque l'argent c'est le point, le déclencheur en fait chez le patient, eh bien, il faut insister sur l'idée que finalement il va faire des économies en le faisant tout de suite. Vous paraîtrez plus jeune, le traitement sera plus long, durera plus longtemps. Vous ne viendrez qu'une seule fois pour les personnes qui sont pressées et qui n'ont pas beaucoup de temps, etc., etc., etc. Donc l'idée c'est de réfléchir en fonction des déclics émotionnels du patient, quels sont les mots à haut impact pour ce patient. Je ne vais pas débiter mécaniquement toujours les mêmes mots à tout le monde. Je m'adapte. Alors, les scripts sont des processus psychologiques. Je prends un exemple.
si on prend le mot désaccord, tout de suite, c'est un mot qui est conflictuel en réalité. Et si on regarde les expressions suivantes, si on le remplace par exemple par bon, bah écoutez, je comprends que vous soyez, je sais pas, je suis en train d'improviser là, je comprends que vous soyez déçu de l'atteinte de votre bridge. Écoutez, pour nous, cette teinte est correcte. Bon, mais écoutez, on va essayer de regarder ça avec un autre point de vue. Oui, essayons de voir ça autrement. Et donc, même message, résultat différent. Là, au lieu de dire nous avons un désaccord sur la perception qu'on a de la couleur, de la teinte, eh bien, on va essayer de voir ça autrement. Conséquence de ce que je viens de dire, les systèmes et les scripts. En fait, en réalité, les systèmes et les scripts aboutissent à un accroissement de la cohésion d'équipe. Pourquoi? Parce que les systèmes améliorent l'organisation, développent le sens des responsabilités et les scripts facilitent le dialogue avec des phrases clés. Quand tout le monde sait quoi faire, je vous affirme que la sérénité revient au cabinet. Alors juste, je précise que quand on veut passer à une mise en place de systèmes et de scripts, évidemment, au départ, ça demande un temps de réunion et de formation. Ça ne peut pas se faire comme ça. Je me débarrasse du truc. Binas, il a dit il faut faire ça. Je le fais. Allez-y. Non, non. Par exemple, j'ai des cabinets qui font qui ont des dictionnaires de protocoles ou de scripts, à part que ça repose sur une étagère et que personne ne les regarde. Le but n'est pas là, parce que la création du manuel doit forcément s'accompagner d'explications et de formation de l'ensemble de l'équipe. Ce qui veut dire qu'il faut planifier du temps ensemble. Comprendre le script était rédigé par toute l'équipe ou par le manager? Non, normalement, nous, on recommande que ce soit le manager. Après, évidemment, le manager propose, on est ouvert à toute évolution si elle convient au manager. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Travailler en équipe, c'est on fait grandir les gens, on est super ouvert à toute amélioration, à toute critique, etc. Mais au bout du compte, c'est quand même toujours le manager qui décide. Okay. Souvent, les équipes apportent de très bonnes idées. Parfois pas. Donc, au bout du compte, c'est celui qui est responsable qui doit décider, quoi. Alors, il y a comprendre la source des tensions et des zones d'ombre. Quand on n'est pas clair, eh bien, on ne sait pas, par exemple, il y a une superposition de qui fait quoi sur certaines tâches. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire, mais qui descend la poubelle, qui ouvre le cabinet. Bon, c'est assez facile, ça encore. Et j'ajouterais qui change les ampoules entre la secrétaire et l'assistante, par exemple. Oui, j'ajouterais qui change les ampoules. Qui change les ampoules, exactement. Ben voilà, c'est sûr. Et non, et souvent, le problème, c'est que quand c'est fait entre deux, ça génère des malentendus. Moi, j'ai dit, mais je vous l'ai dit de faire comme ça. Ah non, mais j'ai rien entendu. Ou alors, ah non, j'ai pas compris ça, etc. Donc, à un moment donné, il faut passer du temps hors fauteuil pour mieux se comprendre. Je pense vraiment que c'est un élément central. C'est ce qu'on appelle chez nous du temps improductif investi. Dans l'absence de protocole, pour avoir des malheureuses assistantes qui font de leur mieux, mais qui ça correspond pas à ce qu'attend le praticien. Donc c'est vraiment beaucoup de communication. Conséquence, fatigue, ralentissement, mécontentement, et l'efficacité collective est diminuée. Il faut vraiment penser aux équipes de football, aux équipes de n'importe quel sport, où chaque joueur a son propre rôle à jouer. Le défenseur, il peut avoir dans le plan d'action, il peut être prévu qu'il monte, mais c'est à l'attaquant de marquer des buts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on va pas demander au goal d'aller marquer des buts. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc là aussi, quand chacun sait exactement quelles sont les limites de sa fonction et quelles sont ses responsabilités, eh bien je vous garantis que la sérénité arrive. Donc, homogénéiser le service grâce au script. Alors, je rappelle que les scripts précisent quoi dire, quand le dire. Ça harmonise donc les interactions et ça accélère l'intégration. C'est-à-dire qu'une nouvelle personne qui arrive,
Eh bien, vous lui présentez les scripts, voilà comment nous fonctionnons dans le cabinet. Au début, ça va lui demander un apprentissage. Oh là là, il faut que j'apprenne ça par cœur. Mais je vous garantis qu'au bout de 3 jours, elle ne regarde même plus le script. C'est intégré, évidemment. Parce que le but du jeu, c'est pas de le répéter comme une récitation à l'école. Le but, c'est de se l'approprier avec ses propres mots, avec sa propre personnalité, évidemment. Et ça fait beaucoup plus professionnel. Donc les systèmes renforcent la solidarité entre, d'abord avec les partenaires externes, avec les partenaires internes, ce que j'appelle les patients internes, c'est-à-dire l'équipe. Ça demande du temps pour entendre les feedbacks et évidemment, ça protège les relations humaines. Mais pour cela, on ne peut pas être en permanence le nez dans le guidon. Ça, même chez les jeunes praticiens, je le vois, en fait, j'arrive en retard, 5 minutes en retard, le patient est déjà installé, je cours toute la journée, j'ai terminé, j'ai qu'une envie, c'est vite partir, et à aucun moment, on ne crée des temps d'échange avec l'équipe. Et ça, c'est catastrophique. Bon, une équipe, résultat, gain de temps, meilleure ambiance, plus de confiance au sein de l'équipe et meilleure fidélisation. Un cabinet organisé devient un cabinet apaisé. Alors, je voulais finir là-dessus, pour nous présenter un petit coup de pub. Hein. Donc, la méthode BINAR, c'est quoi, pour ceux qui seraient intéressés. Hein. La méthode BINAR, je vous passe sur comment dirais-je, sur les avis Google que nous avons depuis 25 ans. Je rappelle juste que pourquoi on a créé cette méthode pour suivre les cabinets. D'une part, en tant que praticien, vous savez, beaucoup de cabinets ont des problèmes de gestion des plannings. Aujourd'hui, on est confronté également à des problèmes de recrutement, de management. Également, de plus en plus de cabinets viennent nous solliciter pour l'image digitale avec la gestion des avis Google, la présence sur les réseaux, etc., etc. Comment intégrer les nouvelles technologies, comment équilibrer vie perso et vie professionnelle, etc. Ça concerne les praticiens et, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication entre associés. Les équipes, elles ont des patients, elles sont confrontées à des patients de plus en plus exigeants, de lourdeur administrative qui n'est pas prête de s'arrêter, gestion du planning, relations de plus en plus avec des mutuelles, motivation des équipes. Donc, notre méthode, c'est 25 années d'expérience, plus de 5000 cabinets accompagnés et 100% d'adaptabilité. J'ai dit tout à l'heure, on est capable de suivre le cabinet d'un praticien tout seul, même à la limite, ou avec une assistante, comme la structure de 40 personnes. Et ça, vous savez, depuis qu'on a eu des réseaux dans des pays étrangers de plus de 300 praticiens, je peux vous dire qu'on a acquis une expérience pour les très grosses structures en France. Alors, qu'est-ce que c'est? Et je voudrais rajouter, Edmond aussi, qu'on a une partie importante, c'est pour ça qu'on a ce partenariat de clients communs et tu les as accompagnés vers des meilleures organisations. Et pour nous, en tant que laboratoire, c'est extraordinairement fluide puisque tu leur donnes les outils pour toujours mieux travailler en équipe, mieux travailler avec leurs partenaires. Il n'y a pas que mon laboratoire mais aussi d'autres, et c'est extrêmement précieux. Nous, on a souvent des appels d'experts comptables l'année où les gens font notre programme. Ils nous appellent, on dit, mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Globalement, ils me disent qu'ils travaillent 15% de moins et ils ont 20% de plus. Non, mais je vous promets que c'est pas de la vente que je fais, hein, c'est vraiment, ça marche vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est une méthode qui est vraiment élaborée avec un audit initial sur dossier. Il y a une combinaison de formation présentielle en ligne. Vous avez également un audit au sein de votre cabinet, c'est-à-dire le consultant vient dans votre cabinet avec des patients, vous observez en fonctionnement, ça dure 1 jour et demi. Et là, c'est un moment très important dans la vie d'un cabinet. Les gens s'en souviennent 20 ans après. Vous avez ensuite, avec le consultant qui est venu dans votre cabinet, un suivi individuel en visio ou en téléphone tous les 15 jours, que ce soit le praticien, l'équipe, les collaborateurs, etc. Et on a un petit logiciel où on collecte vos données directement du logiciel métier et on fait une analyse chiffrée pour anticiper les évolutions des résultats.
Et enfin, il y a toute une série de ressources, alors je vous raconte pas. Vous avez des scripts, des checklists, des vidéos, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, c'est la combinaison de ces formations et du suivi personnalisé, ça qui fait qu'on est adapté à chaque cabinet, à tout moment, qui fait que on obtient quasiment toujours des résultats. Sérénité, efficacité, maîtrise. Et je dis souvent, quand la période est incertaine, il vous faut un GPS. Alors, la conclusion, ça va être l'avocat plus la méthode BINAS. Enfin, c'est le duo gagnant. Et merci Edmond. Et Il y a des dis-moi, questions. Alors, tu est-ce qu'il peux, y a... tu peux nous mettre ton numéro de téléphone ou Voilà, ton email. Ah bah voilà, ok, super. On va te d'accord. remercier pour ta science et ton partage. Ça a été encore une fois formidable. Gérard, je te remercie pour ton aide, comme d'habitude, si précieuse. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois On a un à la premier rendez-vous avec rentrée. toi, il me semble. Vous avez été près de 155 à avoir reçu le lien, en tout cas avoir souhaité nous suivre ce soir. On vous suggère de nous voir et revoir sur le lien replay qui vous sera envoyé sur nos réseaux sociaux. Mais on fera certainement une seconde partie du fait de l'engouement pour la thématique que tu as abordée brillamment ce soir. Après, on peut choisir des sujets sur mesure, hein, mais si certains des participants souhaitent qu'on aborde certains sujets, qu'il y a beaucoup de demandes sur ce sujet-là, moi, je suis capable de m'adapter à toute demande, hein, pas de problème. Parfait, parfait. En Merci tout à cas, vous, mille merci merci Greg, merci Edmond, Gérard. merci Gérard, à bientôt, au revoir. Bonsoir, merci Edmond.